Le Sahel, un territoire de silence et de résistance. Ibrahim Traoré, un homme devenu symbole de la lutte contre l'invisible. Dans un monde où les enjeux géopolitiques se redéfinissent, une question se pose. Ce qui semble lointain et inévitable ne pourrait-il pas nous concerner ici et maintenant? Un retournement inattendu pourrait surgir des cendres de l'histoire, portant en lui la promesse de la souveraineté retrouvée. Mais jusqu'où cette révolte silencieuse peut-elle aller? Ibrahim Traoré pourrait-il être l'étincelle qui ravive la flamme de la liberté? Dans un contexte marqué par les bouleversements politiques et les luttes internes en Afrique, Ibrahim Traoré incarne une nouvelle génération de leaders. Sa détermination et sa vision audacieuse viennent remettre en question les forces invisibles qui manipulent encore les peuples du Sahel. L'enjeu est énorme. La souveraineté africaine, longtemps bafouée, pourrait-elle renaître sous la forme d'un mouvement populaire inédit? La promesse d'une Afrique indépendante, capable de s'autodéterminer, se dessine, mais elle est confrontée à des obstacles multiples. Ibrahim Traoré et ses partisans savent que la route sera semée d'embûches. Toutefois, ce combat, s'il aboutit, pourrait transformer à jamais les relations internationales, remettant en cause les rapports de force traditionnels. Passons maintenant à l'opération Python Rouge. C'est ainsi qu'avait été baptisée la résistance menée par les volontaires de la défense de la patrie. Elle a marqué un tournant dans l'histoire de Burkina Faso. Ibrahim Traoré, au cœur de cette bataille, a redéfini ce que signifie défendre sa terre, non pas avec des armes sophistiquées, mais avec la détermination d'un peuple uni. Ce qui a commencé comme une simple résistance locale contre les incursions terroristes s'est rapidement transformé en une riposte nationale. Les volontaires de la défense de la patrie, armés de courage et d'un sens profond de la justice, ont repoussé les forces ennemies qui cherchaient à dominer la région. Cette victoire, bien que modeste aux yeux du monde, symbolise le réveil d'un peuple qui refuse d'être soumis à des puissances extérieures. Le monde occidental pourrait sous-estimer cette révolte, mais à Canaries, le sol a parlé, rappelant à l'humanité que la liberté a un prix. Leurs actions ont redéfini le concept même de souveraineté. À travers cette victoire, un message fort a été envoyé. Le Sahel n'est plus un terrain de prédation, mais un bastion de résistance et de dignité. Cette première bataille est le début d'une guerre plus large, un combat pour la reconnaissance des peuples du Sahel, qui, depuis trop longtemps, ont été oubliés. Ibrahim Traoré n'est pas un simple leader, mais un symbole d'une Afrique nouvelle qui prend son destin en main. Dès son ascension, il a su fédérer une large portion de la population autour d'une cause commune, la défense de la souveraineté nationale. Traoré, ancien militaire et stratège aguerri, a compris qu'un changement profond ne viendrait pas uniquement par des discours politiques ou des pressions internationales, mais par l'engagement populaire, celui de ceux qui vivent chaque jour la réalité du terrain. Les premiers impacts de son leadership ont été immédiats. Dès l'opération Python Rouge, les volontaires de la défense de la patrie ont démontré une cohésion inédite, bien que composée de civils non formés à la guerre. Cette mobilisation a été un tournant. L'engagement des citoyens a renforcé le sentiment d'identité nationale et a cultivé un esprit de résistance face à l'occupation étrangère et à la négligence gouvernementale. Mais au-delà des victoires militaires, et ce qui est encore plus frappant dans l'approche de Traoré, c'est que sa capacité à rallier les masses à une cause nationale plus grande que les simples enjeux sécuritaires, la dignité et l'autonomie du peuple burkinabé. L'idéologie qu'il incarne résonne profondément dans un Sahel meurtri par des décennies d'influences extérieures et de conflits internes. Son mouvement a transformé des agriculteurs et des civils en soldats de fortune, tout en rendant palpable une vérité qui dépasse les frontières de Burkina Faso. Lorsque le peuple décide de se lever, il devient une force invincible. Ibrahim Traoré, avec son charisme et son engagement,
est devenu un phare pour ceux qui cherchent à redéfinir leur place dans un monde trop souvent dominé par des puissances étrangères. L'opération Python Rouge n'a pas été qu'un simple affrontement militaire, c'était un tournant historique. Tout a commencé dans les villages de la périphérie de Canaries, où les volontaires de la défense de la patrie, guidés par Ibrahim Traoré, ont intercepté un convoi de militants. Ce convoi, qui transportait armes et fournitures, a été stoppé net par un groupe de civils déterminés, prêts à défendre leurs terres. L'attaque a pris de court les assaillants, qui ne s'attendaient pas à une telle résistance. En moins d'une heure, le convoi a été encerclé et les militants capturés. Le rythme de l'événement s'est intensifié rapidement. Des fusillades éclatèrent. Mais les volontaires de la défense de la patrie, bien qu'amateurs dans la guerre, ont agi avec la précision d'unités d'élite. Chaque mouvement était minutieusement calculé. Les militants, pris au piège, ont tenté de se retirer, mais les routes étaient donc déjà bloquées par la détermination du peuple. C'est ainsi que les premiers véritables succès de la résistance ont été enregistrés, non seulement sur le terrain, mais également dans la conscience collective du peuple burkinabé. Alors que l'attaque prenait fin, un sentiment de calme étrange s'est installé. Les combats n'avaient pas été menés pour la gloire, mais pour rétablir une dignité perdue. Le silence qui s'est installé après la bataille a été lourd de sens. Les membres des volontaires de la défense de la patrie, loin de célébrer, ont plutôt réfléchi sur ce qui venait de se passer. Un homme parmi eux, Amadou, a déclaré « Mon père s'est battu pour l'indépendance. Il est mort avant de l'avoir, mais aujourd'hui, je me bats pour terminer ce qu'il a commencé. » Ces mots, prononcés dans le silence poussiéreux, symbolisaient le véritable sens de leur combat. Au-delà de l'aspect militaire, l'événement a marqué un changement dans la dynamique politique du Burkina Faso. Le gouvernement, qui n'avait pas pris de mesures suffisantes pour protéger ses citoyens, a dû reconnaître la légitimité de la mobilisation populaire. Le message était clair. Les Burkinabés ne se contenteraient plus d'attendre de l'aide extérieure, mais ils prendraient leur destin en main. Cette mobilisation a également ouvert la voie à un changement dans les relations internationales du pays, car le monde a commencé à comprendre que la souveraineté africaine ne se négocie pas, elle se défend. Les conséquences de l'opération Python Rouge ne se sont pas faites attendre. En quelques jours, des rapports ont émergé, soulignant non seulement la réussite tactique de l'attaque, mais aussi le message qu'elle portait, une Afrique prête à se défendre et à se faire respecter. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. D'autres affrontements ont suivi, et chaque victoire de cette résistance a renforcé la légitimité de Traoré et des volontaires de la défense de la patrie aux yeux du peuple. Mais plus important encore, elle a réaffirmé le rôle crucial du peuple dans la reconquête de sa dignité. La guerre contre l'occupation étrangère et les milices terroristes s'est intensifiée, mais la victoire de Canaries a montré que même sans armement sophistiqué, le peuple pouvait triompher. Le Sahel, longtemps vu comme une région de chaos, est devenu un terrain où les peuples se battent non seulement pour leur survie, mais pour la redéfinition de leur place dans le monde. L'opération Python Rouge, au-delà de son aspect militaire, est devenue le symbole d'un réveil régional, une étincelle qui pourrait bien enflammer d'autres régions du continent, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Examinons maintenant les chiffres relatifs à l'opération Python Rouge. Ils témoignent d'une victoire indiscutable. Mais au-delà des simples statistiques, ils racontent une histoire de résilience collective et d'une Afrique qui prend son destin en main. Lors de cette opération, les forces de défense volontaires ont capturé un convoi de militants qui transportait non seulement des armes, mais aussi des médicaments et des provisions. Ce convoi, estimé à plusieurs tonnes de matériel, a été intercepté par environ 200 civils armés de manière improvisée. En moins de 60 minutes, les volontaires de la défense de la patrie ont réussi à encercler et neutraliser la menace sans aucune aide extérieure. Cela a été possible grâce à une planification minutieuse et à la détermination d'un peuple prêt à se défendre contre des ennemis invisibles. Les rapports sur le terrain indiquent que les volontaires de la défense de la patrie ont capturé au total 37 militants, dont 5 ont été tués pendant l'affrontement.
Cependant, ce qui est encore plus significatif, c'est que sur les 32 survivants, aucun n'a été pris en charge par les autorités nationales, un message clair de rejet de l'ingérence extérieure dans le traitement des prisonniers de guerre. En outre, la récupération des armes et des équipements militaires a permis d'ouvrir une enquête sur les connexions internationales des groupes terroristes opérant dans la région. La découverte de cartes et de détonateurs a prouvé que ces groupes étaient bien soutenus par des puissances extérieures, ce qui a renforcé la détermination des forces locales à ne pas laisser leurs terres être utilisées comme terrain d'entraînement pour des forces étrangères. Une autre donnée pertinente est sur le nombre de civils qui se sont ensuite engagés dans la défense de leur territoire. Après l'opération Python Rouge, il a été observé une augmentation de 35% des inscriptions aux groupes de défense locaux, une preuve manifeste que la victoire a galvanisé la population. Ce phénomène de mobilisation a été accentué par la couverture médiatique locale, qui a contribué à faire de cet événement un symbole de résistance non seulement contre le terrorisme, mais aussi contre l'ingérence étrangère. Les répercussions sur le moral des citoyens et des forces de l'ordre ont également été mesurées. Selon un rapport du ministère de la Défense, plus de 75% des militaires et civils mobilisés après l'opération Python Rouge ont exprimé un sentiment accru de sécurité et de fierté nationale. C'est un retournement historique, car il y a encore quelques mois, l'idée même de mobiliser des civils pour défendre le pays était perçue comme une utopie. Mais cette opération a montré que les plus petites actions locales pouvaient avoir un impact décisif sur la stabilité d'une nation entière. Les experts en sécurité notent également que la situation sécuritaire au Burkina Faso, après cette victoire, s'est améliorée de manière significative, avec une réduction de 40% des attaques dans les régions où les volontaires de la défense de la patrie étaient présents. Cela a non seulement renforcé l'autorité de Traoré, mais a aussi envoyé un message clair aux milices terroristes. L'Afrique peut se défendre elle-même, sans l'intervention d'acteurs extérieurs. Cette donnée ne fait que renforcer l'idée que l'Afrique doit se prendre en charge pour garantir sa propre sécurité et stabilité. En cette ère de globalisation des conflits, la leçon de l'opération Python Rouge est que la résistance africaine peut être aussi forte, sinon plus, que tout autre pouvoir externe. Bien que l'opération Python Rouge ait marqué un tournant dans la lutte pour la souveraineté de Burkina Faso, elle ne fait pas l'unanimité. D'un côté, il y a ceux qui voient dans cette résistance un modèle de dignité et de résilience. De l'autre, il y a ceux qui considèrent que ce genre d'action mène à une escalade de violence et à l'instabilité régionale. Les critiques soulignent que les actions des volontaires de la défense de la patrie, bien qu'héroïques aux yeux des locaux, risquent d'attirer l'attention des puissances mondiales et de provoquer une réponse internationale disproportionnée. En effet, un certain nombre d'analystes politiques ont averti que de telles opérations peuvent être perçues comme une violation des normes internationales et qu'elles pourraient entraîner des sanctions ou des représailles de la part des pays occidentaux. En outre, certains experts pointent du doigt l'absence de formation militaire des volontaires de la défense de la patrie et leur manque de coordination avec les forces armées nationales. L'idée que des civils non formés prennent les armes pourrait être un signal dangereux, suggérant qu'une armée populaire pourrait être plus vulnérable à des erreurs tactiques, voire à des représailles violentes de la part des forces terroristes mieux équipées. La crainte, c'est que ces actions alimentent un cercle vicieux de violence de part et d'autre, en renforçant l'animosité et la division entre les communautés. Cependant, l'opposition à ce modèle oublie souvent de prendre en compte l'efficacité du mouvement des volontaires de la défense de la patrie sur le terrain. En effet, ce que certains considèrent comme un manque de formation militaire pourrait être vu comme un élément de leur force. Un engagement authentique et motivé par des valeurs profondément ancrées dans la culture locale. Les volontaires de la défense de la patrie ne combattent pas seulement pour défendre un territoire, mais pour protéger leur famille et leur manière de vivre. La rapidité avec laquelle ils ont réagi et leur coordination sur le terrain démontrent que dans des situations extrêmes, une motivation élevée et une connaissance intime du terrain
peuvent être aussi efficaces que des formations militaires formelles. Le plus grand atout des volontaires de la défense de la patrie a été leur adaptabilité. Là où des armées conventionnelles échoutaient souvent, en raison de leur rigidité et de leurs procédures strictes, les volontaires de la défense de la patrie ont agi rapidement, en tirant parti des faiblesses de leurs ennemis. Ils ont utilisé des stratégies de guérilla, se fondant dans l'environnement et prenant les ennemis par surprise, ce qui n'aurait pas été possible sans une connaissance approfondie de leur territoire et de leurs ressources. En fin de compte, même si le modèle de défense locale n'est pas sans risque, il offre une réponse efficace face à des menaces immédiates. Ce mouvement démontre également que l'Afrique peut résister de manière autonome et que ses peuples ont la capacité de se défendre et de se gouverner sans l'interférence des puissances étrangères. La véritable question est de savoir si ce modèle peut être reproduit à une échelle plus large, ou si la montée en puissance de telles initiatives sera limitée par des défis externes ou internes. L'Afrique, souvent perçue comme une victime dans les conflits mondiaux, commence à redéfinir son rôle sur la scène internationale. L'opération Python Rouge est la preuve que les peuples du Sahel et plus largement de l'Afrique ne sont plus prêts à être les spectateurs passifs d'une histoire écrite par d'autres. Ce n'est plus une question de survie, mais de souveraineté. Les volontaires de la défense de la patrie, dirigés par Ibrahim Traoré, n'ont pas seulement combattu pour leur terre, mais pour un futur où l'Afrique n'attend plus la permission des puissances extérieures pour se défendre. Le monde occidental pourrait continuer à parler de guerre contre le terrorisme et de stabilité régionale, mais ce qui se joue ici dépasse ces considérations. La véritable bataille est celle de l'autodétermination, de la dignité retrouvée. Ce que l'opération Python Rouge a montré, c'est que l'Afrique, à travers ses citoyens, est capable de se défendre sans l'aide extérieure. Et cette résistance locale pourrait bien devenir le modèle d'une Afrique réinventée, loin des interventions extérieures et des intérêts géopolitiques étrangers. Les répercussions de l'opération Python Rouge ne se limitent pas à une simple victoire militaire sur le terrain. L'impact va bien au-delà, affectant la perception globale de la souveraineté et de la capacité de l'Afrique à se défendre elle-même. Pour les populations locales, l'événement a marqué un tournant, non seulement en termes de sécurité, mais aussi de fierté nationale. Avant l'opération Python Rouge, l'idée même qu'un groupe de civils puisse prendre les armes pour défendre leurs terres semblait irréaliste. Aujourd'hui, la réalité a changé. Des milliers de joueurs de Burkinabés se sont joints au rang des volontaires de la défense de la patrie, déterminés à protéger leurs familles, leurs terres et leur culture contre des menaces externes. La première conséquence visible est l'augmentation de la mobilisation locale. En l'espace de quelques mois après l'opération Python Rouge, plus de 50 000 personnes se sont inscrites dans les brigades de défense volontaires à travers le pays. Ce chiffre, qui illustre l'engagement massif des civils dans la défense de leur nation, n'est pas seulement un indicateur de la légitimité de l'action, mais aussi un signe de la volonté d'un peuple à reprendre en main son destin. Cette mobilisation a transformé la dynamique politique et sécuritaire au Burkina Faso, où la population locale ne se contente plus de réagir à des crises, mais prend l'initiative de les prévenir. Les effets sur la sécurité nationale ont été immédiats. En l'espace de quelques semaines, les attaques terroristes ont diminué de manière significative dans les zones où les volontaires de la défense de la patrie étaient présents. Selon un rapport du gouvernement burkinabé, la présence active des volontaires a réduit de 40% les incursions terroristes dans le Sahel, un exploit impressionnant pour des forces non professionnelles. Cette diminution des attaques a renforcé le moral de la population et a prouvé que la résistance locale pouvait produire des résultats tangibles et durables. À un niveau plus large, l'opération Python Rouge a eu des répercussions régionales. Les pays voisins, comme le Mali et le Niger, ont observé avec intérêt la résistance burkinabé. Les autorités locales ont rapidement commencé à envisager des stratégies similaires de défense populaire, inspirées par la réussite de l'opération Python Rouge. En conséquence,
De nombreuses initiatives ont été lancées pour renforcer la collaboration régionale entre les groupes de défense communautaires et les armées nationales. Ce phénomène a renforcé la solidarité entre les pays du Sahel, qui, au-delà des conflits internes, commençant à se défendre collectivement contre des forces extérieures. D'un point de vue international, cette victoire a réaffirmé un message fort. L'Afrique est prête à se défendre seule. Bien que des critiques aient émergé, accusant les actions des volontaires de la défense de la patrie d'aggraver la violence dans la région, la plupart des analystes s'accordent à dire que ce mouvement marque une nouvelle ère dans la géopolitique africaine. L'Afrique, à travers ses initiatives locales, se positionne non seulement comme une victime de conflits extérieurs, mais aussi comme un acteur clé de sa propre sécurité. Ce changement de paradigme pourrait bien influencer la politique internationale, car la communauté mondiale commence à voir que l'autodétermination et la défense nationale ne doivent pas nécessairement passer par des interventions étrangères. Les populations du Sahel, notamment, ont désormais une nouvelle manière de percevoir leur place dans le monde. Ce qui se dessinait comme une terre de chaos est en train de se transformer en un bastion de résistance et de résilience. Le Sahel n'est plus un terrain d'expansion pour des puissances extérieures, mais un foyer où les peuples se battent pour leur dignité et leur indépendance. En projetant l'avenir, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso et la région du Sahel dans les 6 à 12 mois qui suivent. L'opération Python Rouge. 3 trajectoires principales peuvent se dessiner, à savoir un scénario de consolidation, un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Commençons par le scénario de base, celui de la consolidation des acquis. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue de renforcer ses structures de défense populaire. Les volontaires de la défense de la patrie restent une composante clé de la sécurité nationale, et le gouvernement parvient à intégrer ce modèle dans la stratégie de défense officielle, tout en consolidant l'autorité de Traoré. Les réformes militaires sont mises en place pour former davantage de civils, et la mobilisation de la population dans les zones rurales continue de croître. Le Burkina Faso parvient ainsi à stabiliser ses frontières et à limiter les attaques terroristes. À l'échelle régionale, les autres pays du Sahel, voyant le succès du modèle burkinabé, commencent à adopter des stratégies similaires, ce qui renforce la cohésion et la sécurité régionale. Ce scénario verrait l'Afrique de l'Ouest prendre un contrôle de plus en plus autonome de sa propre sécurité. La communauté internationale, bien que réticente au début, reconnaît progressivement les efforts du Burkina Faso et commence à ajuster ses relations diplomatiques et sécuritaires avec la région. Poursuivons avec le scénario optimiste, celui de l'élargissement de la résistance et du renforcement des institutions. Dans le scénario optimiste, l'opération Python Rouge n'est qu'un début. Le Burkina Faso réussit à renforcer son leadership au sein du Sahel et devient un modèle pour le reste du continent africain. Les pays voisins, tels que le Mali, le Niger et même le Tchad, suivent l'exemple de Traoré en adoptant des stratégies de défense locale similaires. Cette expansion de la résistance populaire transforme les structures de défense en Afrique de l'Ouest, réduisant la dépendance à l'égard des forces militaires étrangères et augmentant la capacité de l'Afrique à gérer ses propres conflits. En conséquence, les pays du Sahel deviennent plus résistants face aux forces externes, réduisant ainsi l'influence des puissances occidentales et des groupes terroristes. Ce scénario amène également une plus grande coopération régionale et une meilleure gouvernance locale, ce qui pourrait mener à une véritable stabilité dans la région.